Salut à tous, en ce dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, un internaute en fait m'a demandé des explications, un abonné pour être plus précis, m'a demandé des explications sur le remontage des moteurs thermiques avec quelques explications. On le fera en deux temps. La partie démontage-remontage, du coup ça c'est un moteur que j'ai roulé l'année dernière et qui n'a pas été forcément entretenu, donc on va le faire ensemble. Comme ça, il verra, vous verrez, enfin pour ceux que ça intéresse, alors c'est sûr que c'est quelque chose qui a déjà été évoqué maintes fois sur, que ce soit YouTube, Internet, à droite, à gauche. Mais des fois, certaines explications n'en sont pas vraiment. Et voilà, même s'il n'y a rien de compliqué, je peux le refaire facilement et puis donner des détails à des questions qui ont été posées. Voilà, pour savoir que, malgré tout, on ne se connaît pas vraiment plus que ça. Moi, j'ai 57 ans. Je fais du modélisme depuis que j'ai 14 ans. Voilà, pour être précis. Sans discontinuer. Et, ça reste toujours autant une passion. Et même si aujourd'hui, on est un peu, je trouve, blasé de tout. On connaît un peu tout, on a un peu tout. Voilà, pour la plupart. Pour beaucoup. On n'est plus étonné de rien. Je tiens juste à dire que ça reste quelque chose que, même à 57 ans, je suis toujours émerveillé autant, quoi. Voilà. C'est une passion, et puis depuis longtemps, ça a commencé un jour par hasard, et ça a plus jamais arrêté, quoi. Donc encore aujourd'hui, c'est cette petite chose en aluminium, là, qui pourtant, voilà, pour beaucoup, ça reste un moteur, c'est pas grand-chose. C'est quand même extraordinaire. Vous pourrez pas, on peut pas dire, moi, ça m'épate chaque fois. On a quand même ce petit truc avec un piston gros comme le pouce, qui tourne à 33 000 tours, si c'est pas même plus d'ailleurs. Euh, pour moi, voilà, ça reste toujours une source d'émerveillement perpétuel, quoi. C'est pour ça que je lâcherai pas le thermique, je pense, jusqu'à mon décès, tant que je pourrai. Même si l'électrique c'est très bien et je dénigre pas, absolument pas, mais c'est deux mondes. Ça, c'est le monde d'avant, on va dire, avant que l'électrique se démocratise comme il l'est aujourd'hui. Et beaucoup de gens hésitent effectivement avec le thermique parce que c'est plus complexe. Alors, c'est pas forcément plus onéreux. Si on n'achète pas un moteur à 600 boules, c'est pas forcément plus onéreux que l'électrique. Un combo électrique, ça vaut quand même relativement cher aussi, plus les accus. Euh, voilà, on se contente pas souvent, même forcément, d'un seul accu. On est quand même des sales gosses, on aime bien avoir un peu du matos sympa. Voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on va dire, mais on aime bien acheter des trucs, faut reconnaître. Si j'avais tous les sous que j'ai mis dans le modélisme, je pense que je serais riche, quoi, hein, très riche même. Et c'est pas ça qui compte vraiment, en fait. Chacun fait selon ses moyens, ça c'est même pas tellement le souci. Mais le thermique reste quelque chose quand même à part, et quelque chose d'assez exceptionnel dans le monde du modélisme, même si euh, aujourd'hui c'est commun, on va dire. Voilà, on est plus. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, les gens venaient me voir quand on roulait sur les parkings, parce qu'on roulait sur les parkings, on n'avait pas de circuit, hein. Donc c'était des quilles, on mettait des quilles à la manie sur les parkings le week-end, et puis on roulait le samedi, on roulait le dimanche, on roulait tous les week-ends. Et même quand il faisait pas beau, on trouvait un endroit, un hangar couvert qui avait pas loin de chez moi, là, on arrivait à rouler quand même là, quoi, hein. Je veux dire, il n'était pas question de ne pas rouler, c'était pas possible, c'était la mort, quoi, hein, si on roulait pas, hein. On était trois quatre, c'était vraiment, voilà, c'était à l'époque, moi j'avais une mobilette, hein, j'allais avec ma caisse en plastique sur la mobilette, avec ma petite voiture, ma batterie de 12, mon démarreur, et puis mon Rabbit, à l'époque, et puis, ou le Cougar, je sais plus ce que j'avais à l'époque, enfin bon, toutes les voitures que je traînais à l'époque, de ce temps-là. C'était merveilleux chaque fois de faire craquer le Pico 21 parce que c'était le moteur qui était pas trop cher à l'époque, on pouvait se le payer. En économisant un petit peu, on pouvait acheter un Pico 21, c'était pas trop cher. Et c'était chaque fois un émerveillement d'entendre craquer ce moteur. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Après, c'est peut-être moi, hein, il y en a d'autres certainement qui pensent aussi comme ça. Donc c'est pour ça que les moteurs thermiques, ben moi, je les lâche pas, quoi.
Même si l'électrique, effectivement, est plus séduisant, plus facile à mettre en œuvre, surtout pour les débutants. On branche la batterie et on roule, quoi. Voilà, c'est plus silencieux aussi, parce qu'il y a aussi la partie bruit maintenant. On peut plus faire du bruit comme on faisait avant. Moi, je me rappelle, je faisais chier tout le quartier le dimanche matin quand j'essayais les moteurs dans ma rue. Voilà, mon épouse s'en souvient d'ailleurs. Mais c'était comme ça, il n'était pas question de pas rouler, hein. Moi, je me rappelle même, j'étais apprenti, je rentrais le midi, je mangeais, et je me dépêchais de manger pour aller pouvoir bricoler sur la voiture avant de repartir au boulot, quoi. Non, c'était un autre temps. Donc, tout ça pour dire que, en fin de compte, moi, je reste toujours émerveillé par ces choses. Euh, Là, c'est un petit moteur 1.2 à Orion. On reste toujours émerveillé, pas lourd d'ailleurs, et on reste toujours émerveillé par ces choses-là, quoi. C'est quand même fabuleux, hein. Chaque acquisition d'un nouveau moteur, c'est un cadeau de Noël presque, hein. Ah oui, je sais, mais c'est comme ça. Donc voilà, pour ça, pour le petit laïus préambulatoire. Donc ce qu'on va faire, on va faire un entretien. Alors il n'y a pas grand-chose à entretenir. C'est pas un moteur qui a roulé beaucoup, mais il a quand même besoin. Parce que si je le laisse comme ça dans son jus, après il va quand même un peu. J'aime bien qu'il soit propre quand ils sont remisés. Là, j'ai piqué le truc, là, je l'ai mis sur l'autre. Donc, comme je disais, on fera en deux fois. Je ferai déjà une fois où on va parler démontage-remontage. Est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'il faut vérifier éventuellement quand le moteur est neuf, par exemple? C'est la question qui était posée. Et quand je pourrai aller sur la piste, peut-être cette semaine, ils annoncent pas du trop mauvais temps. J'aimerais bien faire rouler la 960 avec le Nova, un petit peu, pour le faire. Donc ça sera l'occasion de faire une vidéo réglage, du coup, puisqu'il va être très gras, il n'est pas encore roulé. Donc il va être très gras, donc ce sera une occasion de faire une petite vidéo réglage. Alors je sais que chacun a sa technique, chacun a sa façon de faire, chacun, ma foi, fait comme il pense être le mieux. Je sais pas, je prétends pas avoir la science infuse, hein, évidemment. Moi, j'ai appris sur le tas, personne m'a montré, hein, j'ai appris en autodidacte, on va dire, hein, j'ai cassé des moteurs même hein, par mes connaissances. En côté, on roulait toujours beaucoup trop sec en fin de compte. Voilà, c'était surtout ça le problème, hein, fallait que ça couine, donc ça couinait, mais il vivait pas longtemps, hein, et puis les moteurs de l'époque, c'était pas les moteurs d'aujourd'hui non plus, hein. Et voilà, donc on va regarder un petit peu ça. Donc là, on est sur un Nova Rossi 21. Alors, peu importe la marque, hein, de toute façon, la démarche est la même, peu importe le moteur. Donc, quand vous démontez le moteur de la voiture, ce que je vous conseille de faire, c'est de boucher l'entrée et la sortie, et de le nettoyer, avec la bougie montée, évidemment, de le nettoyer déjà avec une solution. Alors, évitez l'essence, évitez les choses qui sont un peu trop agressives aussi. Ça reste de l'anodisation. Moi, j'utilise le nettoyant frein, j'aime bien. Parce qu'à la bombe, on a de la pression et puis c'est assez pratique pour chasser toutes les saletés. Je peux utiliser un pinceau et une petite cuvette en aluminium ou en plastique, peu importe ce qu'on veut. Et de l'alcool isopropre, quelque chose qui sent pas trop mauvais, ça dépend si vous le faites dehors ou chez vous. Moi, si je le fais à l'intérieur, je préfère utiliser un produit qui pue pas de trop. Utiliser de l'alcool à brûler, ce genre de choses. Donc bien le nettoyer déjà en extérieur, qu'il n'y ait plus de saloperie, de terre ou d'impureté, de gras ou etc. De façon à ce que quand on le démonte, éviter de mettre de la saleté dedans. Ça c'est vraiment la première chose. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer la dépose des composants. Alors, on va commencer par enlever le carburateur. Donc, on desserre la vis, on pousse un petit coup sur la clavette pour la désolidariser du carburateur. On le fait pivoter légèrement. Normalement, il n'y a pas de souci, il vient tout seul, hein. Donc là, on est sur un carbu, somme toute classique, hein, carbu Nova. Hein, donc, il n'a rien d'exceptionnel. Il est en parfait état. C'est un 9 mm. Donc, c'est un moteur de piste, hein, pour le coup. Le moteur TT, c'est la même chose. Les carbus sont un peu plus petits. Avec ses réglages classiques, hein, pointeau principal, contre-pointeau, vis de ralenti. Et ici, il a un pointeau encore en face, là, il y a un troisième. Donc on a le petit ici, qui est l'aiguille,
Et on a carrément la buse ici qui est réglable. Ça, on n'y touche pas. Voilà, c'est ça, en gros, tu y touches pas. Voilà. C'est mieux. Le carburateur. Ensuite, on va enlever la culasse. Donc là, c'est des vis plates. Alors attention les outils. Il faut des outils. La plupart du temps, c'est du Allen. Hein, donc ça, c'est moins compliqué. Mais on utilise des outils nickel de chez Nickel. Si la vis elle est foirée, t'es dans la merde. Parce que pour aller se rechercher une vis au fond de la culasse, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, du tout. Donc, en gros, tu le démontes plus, quoi. À moins de bousiller la culasse ou d'aller avec, je sais pas, en fait, les vis plates en fond de culasse comme ça, si elles sont foirées, c'est vraiment compliqué. Donc, utiliser des outils de qualité. Si on le sent pas, on le fait pas. Ça, c'est important. Pour déjà entretenir la vie, que la visserie ne soit pas défectueuse avec le temps. Voilà. C'est long, hein. On enlève. Elle n'y est pas encore. Elles sont longues les vis là-dessus. Ça, c'est un moteur, je crois que j'avais acheté neuf, mais c'était extraordinaire. Je ne sais plus, j'avais trouvé ce moteur. Je me rappelle plus. Quand même quelques années que je l'ai. Donc, on a la culasse qui normalement sort facilement. Attention aux joints, pas perdre les joints. Alors, celle-là de culasse, elle a comme particularité, parce que vous n'avez pas forcément sur tous les moteurs, elle a un joint ici, d'étanchéité. C'est pas un joint d'étanchéité de compression, c'est un joint d'étanchéité pour les saletés, en fin de compte, qu'elles ne viennent pas rentrer entre là et là, quoi. Qu'il n'y en ait pas de saleté là, c'est plus pour ça. Elle est propre, hein. De toute façon, il n'y a pas trop grand besoin d'y faire grand chose non plus. Hein. Ça sert à rien de brosser les trucs noirs, là, ça n'a pas tellement d'utilité en soi. S'il n'y a pas un dépôt épais, ça sert strictement à que dalle, quoi. C'est bien, il est pas encore. Il coince encore un petit poil, là, pour dire. Hein, bon, alors, il faut savoir que quand un moteur est froid, il est serré. Quand il est chaud, il est dilaté. Alors, c'est ça ce que je dis, ça semble être une vérité simple. Je vous expliquerai après pourquoi et comment. Donc, il est en parfaite santé, vu qu'on a encore un petit coincement très bien. Hein, pour dire qu'il a quand même quelques litres, hein, celui-là déjà, quand même, doit être à... Alors, quelques litres, je m'entends, hein, il doit avoir 5 litres, allez, grand max. Voilà, allez, grand max. Peut-être 4 litres, allez, je vais être plus... on va être plus réaliste. Je pense qu'il a 4 litres de carburant. Et il n'a jamais vraiment été poussé à ses extrêmes retranchements, hein, donc... non plus. Mais celui-là, j'en suis bien content parce qu'il a de la patate, il marche bien. Il est assez coupleux à bas régime. Donc maintenant, on enlève le bouchon de carter. Donc on se met sur un truc assez propre, hein, évidemment. On ne laisse pas traîner ça au milieu d'un tas d'outils. Hein. On se met une petite zone dégagée, c'est le mieux. On perd pas les choses. Donc pour enlever le bouchon de carter, hein, il y a une petite astuce qu'il faut faire très attention. C'est que le piston, quand il est au point mort bas, quand il est en bas, il se dépose dans le bouchon de carter. La jupe descend dans le bouchon de carter. Donc surtout pas retirer le bouchon de carter à ce moment-là, ça va essayer de casser le piston. Donc on monte le piston le plus haut qu'on peut. Et à ce moment-là, normalement, à ce moment-là, on peut retirer le bouchon. Toujours bien retenir ça, hein, bien remonter le piston avant. Voilà, on peut le décoller, hein, ça colle, c'est un joint, hein, donc ça se colle, hein, donc forcément on peut l'aider un petit peu. Voilà, le bouchon de carter. Alors par rapport à l'autre Nova qu'on a vu dans la vidéo précédente, celui-là il a un fraisage au milieu, avec une petite pointe là, oui, c'est assez particulier. Le haut est le même, quasiment, même s'il mériterait d'être poli, parce que là c'est un peu granuleux. Mais il a cette particularité-là d'avoir ce fraisage au centre.
Ça a sûrement des vertus par rapport au carburant. Je ne vais pas m'avancer sur des explications, je ne les ai pas. Voilà, j'ai entendu dire c'est pour le retour au ralenti ou pas. Donc, euh, voilà. Celui-là, une bielle à la con qui est introuvable. C'est c'est une 17. C'est une R417 et elle est très 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 rare. Je crois que c'est vraiment très rare. J'en ai une d'avance, extraordinairement. Alors, la chemise, il faut l'extraire. La plupart du temps, alors non, je ne vais pas dire la plupart du temps. Très rarement, je vais plutôt dire, elle sort toute seule. Très rarement, elle sort toute seule. Donc souvent, il ne faut pas hésiter à l'aider à sortir. Là, elle ne veut pas sortir. Même en forçant, elle ne sort pas. Parce qu'elle est collée dans l'aluminium. Ce qui arrive fréquemment. Donc pas de panique. Si la chemise ne veut pas sortir, on n'utilise pas d'outils, on tape pas dessus, on n'y fait pas de misère. Parce que c'est vraiment quelque chose de fragile. Il faut y aller. Alors, je vais vous montrer moi comment je fais. Je chauffe un peu le carter. Pas besoin de le chauffer de trop non plus. Hein. On va juste dilater un petit peu. On va juste dilater un petit peu l'aluminium. Et normalement, si tout va bien, voilà, elle sort. Commence à sortir. C'est vrai qu'elle est raide la bête, hein. Elle est raide la bête. Elle commence à sortir, mais j'ai peut-être pas assez chauffé. Encore. C'est vrai qu'elle est. J'avais pas souvenir qu'elle était. J'avais pas souvenir qu'elle était aussi dure. Alors je sais, il faut que j'achète la pince qui va bien. Il faut que j'achète la pince qui va bien. L'idéal, normalement, c'est pour faire ça. Je vais vous montrer. L'idéal, pour pas utiliser. Alors, ça par là. J'aurais dû préparer ça avant. Désolé. C'est vrai que ça m'a chopé comme ça. L'idéal pour pas utiliser la pince, c'est en fin de compte pas celui-là. C'est d'y mettre un volant moteur. Je pense que c'est le plus simple. Alors ça c'est pas un volant force, si c'en est un. Hop, on y met un volant moteur. Celui-là, parce qu'en fait là j'ai un peu toutes les familles là-dedans. Ah, ça c'est bien. Et on utilise un volant moteur, comme ça on ne scanne pas. Hop. On ne scanne pas l'axe. Voilà. Voilà. Et là, elle est sortie. C'est plus simple comme ça. C'est plus simple comme ça. Voilà. Là, on a sorti la chemise. Alors, oui, elle est quand même pas mal oxydée. Ça, ça n'y peut rien, hein, c'est le carburant, hein, de toute façon. Donc, cette chemise-là, c'est une 2 dots, vous voyez, par rapport à l'autre. Si vous avez regardé la vidéo précédente, on avait 3 dots, les petits points là, ici. Même si elle a globalement le même nombre de transferts que l'autre. Je sais pas pourquoi. Elle est un peu préparée ici. Ça, c'est un peu moi, ça. C'est un petit peu mes petits plus. Bon, ça se fait, hein. Voilà.
Donc pour moi, c'est globalement le même nombre de transferts, un peu de choses près. C'est du 9 transferts, hein, du coup. Donc maintenant, on peut sortir... alors pour sortir le piston, on met le piston au point mort haut, le plus haut possible, ici. Alors j'ai vu qu'il y avait des outils, ça sert à rien. On prend son doigt, ici, on met le doigt dedans, et on titille le pied de bielle, on le tire en arrière. Voilà. Il y a la tête de bielle. Oui, la tête de bielle, pardon. Il faut savoir que le pied, il est en haut, et la tête, elle est en bas. Je dis pas de conneries, hein, je crois que c'est ça. Le pied, c'est dans le piston, et la tête, c'est le maneton. Donc, ma bielle, elle est bien. Mon piston, pas dégueu non plus. Bon, propre. C'est pas un moteur qui a fait des compètes, qui a fait des courses non plus. Hein, je dis, moi, chez moi, c'est loisir plaisir. Hein. Donc maintenant, je peux enlever mon volant d'embrayage. Donc voilà, donc enlever l'embrayage. Donc il n'était pas monté sur ce moteur, donc pour le coup, c'est pas pareil. Mais s'il est monté, laissez-le monter. Le temps de démonter le... Hop. Laissez-le monter, le temps d'utiliser comme levier pour la chemise. Voilà, donc là, le moteur est tout nu. On a le vilebrequin, traité black, la patte rouge dedans. Il est travaillé, hein, donc non, c'est un moteur assez un peu préparé quand même, qui est pas mal, c'est un bon petit moteur. Moi je l'aime bien celui-là. On est copains. Alors il est capricieux à régler, hein, n'est-ce pas, RC Full Zone? Il me dira pas le contraire. Il est un peu capricieux à régler, c'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils règlent, ont tendance à tourner les vis. On a tendance à tourner, quoi, enfin voilà, pour donner de l'effet, en fin de compte. Alors ces moteurs-là, une fois qu'on approche du réglage, il faut vraiment titiller les vis, quoi. Si on ouvre, c'est un tout petit peu à la fois, c'est vraiment sensible, quoi. C'est dû à, souvent à l'aiguille. En fin de compte, ici, on a une aiguille, dedans, conique. Selon les marques, même selon dans les mêmes marques, selon les moteurs. Alors, les OS ont des aiguilles assez longues. Plus l'aiguille est longue, en fin de compte, et à un angle long, plus il va être doux à régler. Parce que l'effet de rotation de la vis va avoir un effet plus faible sur le débit. A contrario, une aiguille qui va être courte, avec beaucoup d'angles, hein, une aiguille qui va être contrairement à une aiguille longue et fine qui va être comme ça, une aiguille qui va être plus courte, avec beaucoup plus d'angles, forcément, le moindre mouvement de rotation ici va avoir un effet beaucoup plus important. Ça va de soi. Parce qu'on va la bouger un tout petit peu, mais l'angle étant court et étant important, le débit va être totalement, va être bien plus élevé, en fin de compte, qu'une vis longue, qu'on va faire presque un demi-tour avant qu'il se passe quelque chose. Hein, vulgairement, c'est ça. donc tous les carbus. Même s'ils se ressemblent beaucoup, moi j'ai eu des aiguilles très courtes, très... Alors après les Novare aussi, c'est un peu leur truc. Voilà. Donc à y aller avec tout doucement quand on approche du réglage. On dégrossit, on peut faire, voilà, peu importe. Mais une fois qu'on approche de ce qu'on cherche, il faut y aller tout doux. Parce qu'en fait, un huitième de tour aura un effet déjà à retenir. Donc le moteur est démonté, donc on fait un contrôle visuel du moteur. Ce qui est important, c'est de regarder le vilebrequin. Parce que le vilebrequin, en fin de compte, il va vous donner un indice. Sur cette zone ici. S'il est rayé, alors il y a toujours une petite friction, hein, ça c'est inévitable. Hein. S'il est beaucoup rayé, souvent c'est que votre roulement il est naze. Pourquoi? Parce qu'on a du jeu, et le roulement, il touche le carter. Ça c'est un indice. C'est difficile de savoir un roulement s'il est bon ou pas. Alors on peut le sentir, hein, on met le petit doigt dedans, et puis s'il a exagérément de jeu, ou s'il gratte. S'il gratte, c'est même pas la peine, c'est de remonter le moteur. Hein. Tu peux changer le roulement, il est foutu.
Voilà, ce que j'aime pas sur ces moteurs-là, c'est le roulement avant. Ce roulement-là, j'aime pas du tout. Moi, je pense que je vais le changer parce que ils sont pas étanches. C'est-à-dire que si je regarde dedans, par l'intérieur ici, je vois dehors. Oui. C'est pas une cage étanche, c'est pas un roulement étanche. Et vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut faire? Alors, qu'est-ce que ça peut faire? Le moteur, il aspire du carburant, ici. Quand le piston remonte, il va aspirer à travers le venturi. Le venturi du vilebrequin. Mais, il faut savoir qu'ici, on n'a pas de joint. D'accord? C'est une pièce qui, en fait, l'huile fait le joint. On a ici le segment d'huile au bout du vilebrequin, là. Ça se remplit d'huile. Et c'est ça qui va faire l'étanchéité. On n'est pas censé aspirer ici, on est censé aspirer là-dedans. Mais malgré tout, la dépression fait que on va quand même tirer, quand le vilebrequin, avant qu'il se referme, on va quand même tirer un peu ici. Et si le roulement n'est pas étanche, et si on a de la saleté ici, alors c'est plus vrai encore en TT qu'en piste, hein, on va aspirer aussi de la merde ici, qui va remonter le long. Et venir occasionner, ce qu'on voit un petit peu sur celui-là, bon, alors c'est vraiment, je ne vais pas en faire cas, mais on peut rayer, vraiment, user le vilebrequin, uniquement parce qu'on aspire de la merde ici. Alors c'est vrai, surtout vrai pour les tétéistes, hein, parce que là, dans la poussière et tout, je dis même pas la merde qu'il y a là-devant. Alors, même si les volants, alors pas celui-là, mais d'habitude les volants que j'ai ici, ils ont une collerette qui vient recouvrir là, qui protège quand même, pas celui-là, parce que celui-là c'est pas un 8e. Ils ont une collerette qui vient quand même recouvrir ici, qui protège quand même aussi de la saleté. Il doit y avoir aucune marque, rien du tout, en fait, hein, il doit être propre. S'il y a du dépôt, on l'enlève, hein, une brosse à dents, un peu de produit. Donc, ce qui est surtout important, c'est de ne pas introduire de saloperie. Ça, c'est vraiment le plus important. Alors, moi, ce que je prends un petit bout de papier à l'eau, hyper fin. Un petit coup de papier à l'eau hyper fin. Un petit coup d'isopropre. On va mettre un petit peu dans la cuvette là. Voilà. Et je passe un petit coup sur la chemise pour, en fin de compte, enlever. On n'est pas obligé de la polir à mort non plus. Hein. C'est juste pour enlever un peu ce dépôt d'oxydation qu'il y a sur la chemise. Qui est quand même pas très sympa. Ça m'embêterait un peu de le remonter comme ça. Voilà, on frotte légèrement. Hein. C'est pas poncé, hein, c'est juste. Voilà, on peut la mettre, on peut utiliser d'autres artifices, mais voilà, c'est comme ça, c'est largement suffisant pour enlever ce dépôt d'oxydation qui n'est pas de la calamine. Alors ça peut être de la calamine quand le moteur a vraiment bouffé beaucoup de carburant. Voilà, ça dépend aussi beaucoup du carburant, il va de soi. Ils sont pas tous égaux, même si aujourd'hui c'est plus très vrai. Moi je vis un peu toujours dans le passé, donc les expériences, bonnes ou mauvaises, du passé impactent malgré tout quand même les choses. Donc un petit coup, elle n'a pas besoin d'être glacée, illustrée. Hein, je veux dire. On peut le faire, hein, mais on passe après à un miroir ou avoir un miroir, mais le carburant, je crois qu'il ira pas beaucoup plus vite. Voilà, faut s'assurer surtout qu'on n'ait pas de dépôt. Qu'on n'ait pas non plus de dépôt, que ça soit relativement propre. C'est ça qui est important. Qu'il n'y ait pas de saloperie, surtout qui traîne dedans. L'avantage de l'alcool, c'est que ça s'évapore assez bien. Voilà, elle a repris un petit aspect un peu plus jovial. Il y a plusieurs écoles, hein, c'est pareil, il y a les polisseurs à mort et il y a qui favorisent un peu l'émulsion. Moi je fais quand même plus pour l'émulsion.
ce que j'entends, polir à mort va vous donner un moteur pointu. Ça va vous donner un moteur beaucoup plus pointu. Et c'est pas toujours ce qu'on recherche. Alors qu'une surface un peu granuleuse, alors je parle au niveau des transferts, donnera un moteur un peu plus souple. Ça c'est vérifié. Le moteur trop poli va être super pointu. Il a quand même, voilà. Donc voilà, elle a repris un peu de sa superbe. L'intérieur, je ne pas une regarde, je sais qu'il est nickel. Donc la question aussi qui était posée, c'est quand on a un moteur neuf, est-ce qu'il faut le démonter pour regarder s'il y a des copeaux dedans? Alors c'est pas une question bête du tout. Vous allez me dire, il y a 99% de chances qu'il n'y ait pas de copeaux dedans. Les fabricants sont quand même pas des gougnafiers non plus. Ils font quand même du travail soigné, surtout que moi je pense que les moteurs sont montés à la main. C'est pas une machine qui les assemble, c'est forcément monté par des petites mains. Et du fait de ce fait-là, s'il y avait le moindre copeau dedans, qu'il n'y a pas, parce que de toute façon après l'usinage, de toute façon les pièces sont lavées déjà, il y a vraiment, vraiment peu de chance. Maintenant, on est tous un peu pareils, enfin pas tous, j'en connais qui le sont, ils vont vouloir voir avant, c'est normal. Moi c'est ce que je fais, je ne monte jamais un moteur de boîte sans l'avoir démonté. Il se passait des choses dans le temps, alors je dis toujours dans le temps, vous allez me dire, mais les chemises elles sont chromées, donc c'est un chromage par bain, c'est chimique, c'est je pense une espèce d'électrolyse par bain. Et il arrivait qu'il y a des petits bouts de chrome qui restaient dans les transferts, qui restaient accrochés à la partie ouverte. Et ça, si ça se détache, le moteur, c'est poubelle, quoi. Donc, c'est bien de faire aussi un contrôle. Alors, on peut passer avec un petit outil métallique, ça peut être une petite lime ronde, ça peut être un petit outil, quand il est neuf, on peut passer ici dedans pour sentir qu'on n'ait pas d'accroche, en fin de compte, qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait rien ici qui accroche. Ça pourrait arriver, éventuellement. C'est improbable, mais ça pourrait arriver. Donc c'est bien aussi de le contrôler, de faire un visuel. De toute façon, c'est pas ça a rien de mal là-dessus, de toute manière. Même si je vous dis qu'aujourd'hui les moteurs, ils sont nickel. C'est quand même vous voyez la qualité d'usinage, je veux dire. Même si celui-là, il n'est pas d'aujourd'hui, il n'est pas super vieux, quoi. C'est un moteur qui a 10 ans, quoi. Mais c'est quand même nickel, quoi. Mais c'est bien de le faire, ça mange pas de pain, de toute façon, ça reste une passion, et la passion, démonter un moteur, moi, ça a toujours été quelque chose que j'aime faire. Donc ça ne me gêne pas, c'est pas une tannée de le faire, c'est ce que je veux dire, quoi. Alors je ne l'avais pas démonté depuis longtemps, ce moteur, et je m'aperçois que par rapport à l'autre, au Nova 21 Plus, là, que j'ai acheté récemment, dont j'ai fait la vidéo récemment aussi, on est assez similaires. Ça se ressemble énormément entre le Mito et puis l'autre, on est vraiment, à part la bouchon de carter, l'autre ici, il n'y a pas le chanfrein. Il est lisse, mais c'est la même forme de descente ici. Le piston, globalement, j'ai l'impression que c'est le même. Enfin, il est fait pareil. Deux segments d'huile, etc. Même le carter, ça ressemble assez. La culasse qui est différente, il y a 2-3 choses, mais le vilebrequin, celui-là a 3 contrepoids. L'autre en a que 2, mais il est à peu près fait de la même façon aussi. Enfin, visuellement, ils sont assez similaires. Celui-là a été travaillé ici sur les bords. Là, a été travaillé ici. Les bords sont plus tranchés, ont été fraisés. On voit que les bords ont été fraisés pour l'écoulement de carburant. C'est un peu les petites différences. Vous savez, on n'a pas changé énormément de choses non plus. Le moteur reste dans sa conception. Du plus gros, du plus petit, du plus cher ou au moins cher, reste dans la même conception de fonctionnement. Seule la qualité et les choses changent, quoi. Et la façon les diagrammes, évidemment, alors je ne vais pas vous saouler avec les diagrammes, mais bon, il y a les diagrammes qui changent aussi. C'est les angles d'ouverture des transferts, etc. Ça, vous ne le maîtrisez pas. Je veux dire, le débutant, il s'en fout de tout ça. Lui, ce qu'il veut, il veut que ça démarre et que ça fonctionne. Mais pour garder un moteur longtemps, il faut l'entretenir. C'est la clé. Si on n'en prend pas soin, c'est même pas la peine, quoi. Donc maintenant, on va passer à la phase... donc j'ai démonté. Donc, je parle beaucoup, vous remarquerez.
la phase d'entretien. Donc moi, ce que j'utilise, bah, c'est de l'alcool. Ou aussi, j'utilise le nettoyant frein, c'est très bien le nettoyant frein. Franchement, ça a pas de, ça n'attaque rien. Moi, je les rince hein, simplement, hein, s'il n'y a pas besoin de faire de quoi que ce soit. Hein. Je rince bien, surtout l'important, c'est de dégraisser et qu'il n'y ait aucune impureté qui viennent s'introduire dans le moteur quand on le remonte. Juste un lavage, hein, ça suffit en général. Il faut surtout vérifier qu'il n'y ait rien qui se foute dans les roulements. Donc ne pas hésiter. C'est vrai que j'aime bien nettoyer en frein parce qu'à la bombe on a un peu de pression. Et c'est assez sympa pour chasser éventuellement les petites impuretés. C'est vraiment important qu'il n'y ait rien dans les roulements. Hein. Ça, il faut regarder bien avant. Parce que si c'est dans le roulement, s'il y a une moindre petite saloperie dans le roulement, elle va remonter. Hein. C'est sûr et certain. Donc voilà, on nettoie. S'il y a besoin de frotter, ben on frotte. S'il n'y a pas besoin de frotter, on ne frotte pas, c'est pas la peine. Le carbu, je ferai ça en dernier. Un petit coup au vilo. Aussi, hop. De toute façon, c'est propre. Hein, donc, quand le moteur a tourné comme ça, l'huile, etc., c'est très propre. Hein, donc, s'il n'a pas avalé de saloperie, donc je réitère un filtre à air nickel, évidemment. Ça, c'est la clé. On ne laisse pas un vieux filtre à air pendant des années sur un moteur. Il faut savoir que l'huile va bouffer la mousse. Vous allez vous retrouver avec un truc tout bouché, tout dégueulasse. Et vous allez en payer le prix forcément. Le moteur sera irréglable parce qu'il ne pourra pas respirer. Donc non, le filtre à air, on le nettoie ou on le change. Hein, c'est pas quelque chose. On m'en a même donné. Hein, il y a des filtres avec la petite huile qui va bien. Hein, il suffit de les mousser un coup et puis on met un petit peu d'huile dessus. On le noie pas, un petit peu d'huile suffit. Et puis ça ira très bien. Donc une fois qu'on a fait le petit boulot de contrôle, le petit boulot de nettoyage, on peut passer au remontage. Alors le remontage, c'est l'inverse de la dépose, évidemment. On fait tout à l'envers. C'est le plus simple. C'est pas très compliqué. Il faut juste être un petit peu soigneux. Et vous n'aurez pas de problème particulier. Donc moi j'utilise de l'huile pour ça. Donc on ne met pas n'importe quelle huile. L'idéal c'est quand même de l'huile exprès. De l'huile moteur exprès, de l'huile de remontage. Maintenant c'est Engine. La marque que vous voulez, hein, on s'en fout, hein, ça n'a aucune importance. Hein, y a pas de... On peut utiliser, je crois que j'en ai plusieurs sortes, mais voilà, ça c'est de l'after-run. Ça c'est ce qu'on met après avoir roulé. Ouais, c'est bien. C'est bien de le faire. Voilà, si vous comptez pas rouler rapidement, mais il faut savoir le mettre bien partout. Ça sert à rien d'en foutre dedans et puis se dire c'est bon. Il faut qu'il y en ait partout. Sinon, ça sert à... Il faut rentrer par le carbu, rentrer un peu par l'échappement, ce serait l'idéal. Puis bien brasser le moteur, qu'on soit sûr qu'il y en ait partout. Si vous mettez 2 gouttes par la bougie, ça ne sert pas à grand chose. Ça va un peu lubrifier le haut du piston, mais la partie basse vilo, ce qui réitère que quand on arrête un moteur, je profite de ça. Moi, je pince la durite de carburant pour qu'il se coupe de lui-même. J'avais expliqué précédemment que en fait, ça brûle le méthanol. Et il reste, comme le méthanol a une pompe à flotte, il va aspirer toute l'humidité qu'il y a chez vous ou alentour, et ça va rouiller. Comme des pièces métalliques pour certains moteurs, certains sont complètement traités, ils ne rouillent pas, d'autres pas. Ça va rouiller. Donc moi je pince la durite, le moteur se coupe de lui-même, il monte dans les tubes, hop, il se coupe. Et là on a brûlé tout le méthanol. Donc comme on a brûlé tout le méthanol, qu'est-ce qui reste? Il reste que de l'huile. Donc on peut déjà le stocker comme ça, il n'y a pas trop de soucis déjà. On enlèvera déjà pas mal de problèmes. De toute façon, un moteur qui est rouillé, machin, vous le voyez, il coule tout noir au pot en général. Quand vous le mettez en route, par le pot, ça coule de l'huile noire et tout, c'est dégueulasse. Ça veut dire qu'il est les roulements rouillés, etc. Franchement, c'est mort, c'est la destruction massive, quoi. N'insistez pas sur un moteur qui est dur ou bloqué, c'est pas normal, quoi. Si vous enlevez la bougie puis qu'il tourne pas, etc., c'est pas normal non plus. Il faut vraiment passer par la dépose, etc. Souvent, le roulement, quand il est trop bouffé, vaut mieux le changer parce qu'il n'est pas tellement récupérable, quoi. Quand il y a de l'oxydation, etc., ça existe. Hein.
Je sais qu'on a une communauté où on a des gens avertis qui prennent grand soin, d'autres plus débutants qui vont pas savoir forcément. Ça s'adresse à tout le monde. Et ça cible pas que certains. Ça s'adresse à tout le monde. Il faut penser qu'il y a des gens qui sont totalement débutants, qui vont aimer le thermique, qui vont être passionnés par le thermique, qui vont avoir envie d'un thermique, mais qui n'ont pas forcément les clés. Voilà, ça s'adresse surtout à ces gens-là. Et franchement, le thermique, c'est bien, mangez-en. Faut pas avoir peur, en fait, du thermique. L'idéal, c'est quand même d'être accompagné, c'est quand même mieux. Par quelqu'un qui a quand même les notions. C'est quand même mieux pour commencer, parce que ça évite bien des erreurs, et surtout, ça évite du temps de perdu. Parce que vous pouvez passer vite des heures à essayer de démarrer un moteur qui ne veut pas démarrer. C'est vite rébarbatif, et ça va vite vous dégoûter. Le but, c'est pas d'être dégoûté, c'est d'être émerveillé. C'est ça qui est important. Donc, ce qu'on fait, moi, ce que je fais, comme tout le monde, j'imagine, je lubrifie le roulement, j'en mets quelques gouttes, ça va pas d'en mettre 12 litres non plus, hein, ça sert à rien. On remet le vilo en place, on le pousse bien jusqu'au fond. Voilà. Ça doit tourner librement. S'il y a le moindre point dur ou quoi que ce soit, pour y redémonter, c'est pas bon. Et merder un truc, il y a une saloperie quelque part. Ça, c'est sûr. Voilà. Il est impératif que ça tourne librement. Alors, comme il y a l'huile, évidemment, c'est pas ça tourne pas à toute vitesse. Mais il ne doit pas y avoir aucun point dur. Ça doit tourner tout à fait librement. Mais je pense que je changerai le roulement avant, je mettrai un roulement étanche. Voilà, je trouve pas ça très qualitatif au niveau du roulement, à mon avis. Pas terrible. Justement pour les problèmes d'étanchéité. Ensuite, la phase 2, après un roulement, on remet le piston. Qui est propre. On n'est pas obligé d'enlever hein, les trucs marrons, là, etc. Hein. C'est pas même de frotter, ou alors, surtout pas utiliser n'importe quoi. Hein. Pas de produit, pas d'abrasif. C'est même pas c'est pas la peine du tout. Hein. Vous laissez comme ça, hein, sauf si vraiment c'est vraiment bizarre ou complètement épais, ou du moment qu'il n'y a pas d'épaisseur spécialement. C'est un moteur, hein, c'est pas. En plus, c'est bien ça. Il faut que ça soit. En plus, quand c'est un petit peu calaminé comme ça, c'est plutôt bon signe. Preuve que la lubrification est quand même conséquente. Si c'est tout blanc, tout propre, trop propre même, c'est presque, voilà, c'est presque le moteur tourne pas forcément assez riche. Donc un petit peu d'huile sur la bague bronze. Parce qu'elle, c'est quand même le point pour moi qui est quasiment le plus fragile dans ces moteurs. On n'a jamais eu de roulement ou de cage à aiguille ou de quoi que ce soit. On a toujours eu une bague bronze lubrifiée. Et ça reste quand même... Alors c'est un point à vérifier, évidemment, le jeu, hein, j'en ai pas parlé. Mais le jeu, s'il y a un jeu excessif dans le maneton, donc je vous expliquerai aussi comment éviter d'user sa bielle trop vite. Ça, je vous donnerai un petit... Beaucoup de gens le savent, mais pas tous. Et c'est important, si on a vraiment trop de jeu, c'est plus bon. Après, il faut changer la bielle. Et des fois, même changer la bielle suffit pas, puisque... En fin de compte, si elle est usée, le maneton est usé aussi. Donc, même mettre une bielle neuve, des fois, suffit même pas à réduire les jeux. Ça change pas grand-chose. Donc, moi, je mets un petit peu de gras partout. Un petit peu de gras, parce que le gras, c'est bon, mangez-en, décidément. Voilà. Et on la remet dans le bon sens. Alors le bon sens, il y a un détrompeur au-dessus du moteur, il y a un petit téton et il y a un petit téton dans la culasse. Alors ces moteurs-là ont la particularité d'avoir le téton à l'arrière, la plupart du temps c'est à l'avant. C'est côté échappement, mais sur ceux-là non, c'est côté carbu. Donc une fois qu'on l'a un peu descendu dedans, vous allez voir elle va buter, on ne pourra pas la descendre plus bas, il ne faut surtout pas forcer. Il faut juste faire jouer le piston pour qu'il rentre dans la chemise en fin de compte. Alors le mien est capricieux, je ne sais pas pourquoi. Il faut rentrer le piston dans la chemise, voilà. Une fois que le piston est dans la chemise, on descend la chemise dans le téton. Alors on le met en face. Voilà. Et après, je prends les 2 pouces, moi, comme ça. Je la descends et je fais tourner légèrement en même temps jusqu'à
placé dans le téton. Voilà, il est important qu'on soit bien sur le téton. Ça, c'est... Faites bien gaffe à ça. Alors là, je suis vraiment très con. Alors, alors je vous dis, quand on est con, on est con. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait. Ah, excellent. Ah, je vais pas le couper au montage, je vais le laisser, franchement. Non, non, là, je le laisse, promis. Je la coupe pas. J'ai mis le piston à l'envers. Eh ben, c'est une très bonne occasion. Alors, c'est pas fait exprès, mais c'est une bonne occasion de voir la connerie que j'ai fait. Alors là, là je mets pas de tout seul. J'ai mis le bourrin à l'envers. Je me disais aussi qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi j'ai mis le piston à l'envers? Parce qu'il a une jupe, ici. Donc c'est bien, c'est bien. En fin de compte, c'est bien, je trouve. Voilà, c'est pas mal d'avoir fait la connerie. Il y a une jupe ici. Et là, c'est chanfreiné. La jupe, elle va toujours à l'arrière. Et le trou de lubrification avec la rainure, si vous avez une rainure, vous n'avez pas de rainure, vous avez de toute façon, en général, vous avez un trou. Le trou va toujours côté vilebrequin. Donc voilà, faites pas comme moi. Alors je pourrais vous dire, j'ai fait exprès pour vous montrer, blablabla. Non, j'ai pas fait exprès. Mais bon, vous voyez, ça se remonte pas. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Donc là, on met bien la jupe du bon côté. Et là, on peut descendre, on peut faire bouger le piston. Sinon, il bute, en fait, en bas. Autant pour moi. Mais vous voyez comme quoi, on peut faire des conneries. C'est possible. Eh bien, le mieux, c'est de s'en apercevoir, surtout. Parce que je vous explique pas, si vous remontez comme ça vous n'empêche pas de remonter tout. Hein. Si vous remontez comme ça, je vous dis même pas le boulot. Quand vous allez le mettre sur le banc, vous pétez tout, quoi. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Voilà. Voilà, on n'hésite pas à mettre un peu d'huile. C'est pas la peine de noyer dans l'huile non plus. Il faut que ça soit gras, ça suffit amplement. Voilà, donc là, c'est remonté. Alors celui-là, il fait pas tout le tour parce que il est encore un peu, il serre encore un petit peu. Donc voilà, il est bien comme ça. Le plan de joint ici doit être propre, pareil, hein, très très propre. Hein. J'avais souvent des chemises là avec plein d'empreintes partout. Là, les gens, des fois, ils remontent ça un peu, un petit peu comme ça. C'est pas, il y a des petites saloperies dessus. Faut faire gaffe, quoi. Qu'il n'y ait pas de saleté, hein, c'est important parce que là, on a quand même l'étanchéité. On a quand même l'étanchéité de la culasse. C'est quand même important que ça soit propre. Ces culasses-là ont des petits points qui vous donnent le sens. Voilà, donc là c'est l'arrière, il y a une flèche. Pour moi c'est du flanc parce que la culasse est totalement symétrique. Elle n'a pas d'empreinte et échappement, comme je l'ai dit précédemment sur le moteur avant. Elle n'a pas d'empreinte, donc je vois pas pourquoi. Enfin bon, autant faire comme ça mange pas de pain. Hein. C'est pas, voilà, je vais pas donner les mauvais conseils non plus. La flèche est là, on met la culasse comme ça, c'est pas un souci, quoi. Au niveau du dissipateur, c'est pareil. On le nettoie bien nettoyé aussi, hein, qu'il n'y ait pas de saleté en dessous, c'est vachement important. Hein. Vraiment, il faut que ça soit propre. C'est la règle. Faut que ça soit propre, quoi. Alors l'autre avait une marque, celui-là on n'a pas. Bon après moi je la monte toujours comme ça, hein, sans lecture. Hein. Donc on met les vis. On met les vis dedans. Alors au niveau du serrage, là c'est un petit peu plus délicat. Ce qu'on fait, enfin ce que je fais, je descends les vis en appui. Je ne serre pas, on ne serre pas les vis. Voilà, on garde un peu de mouvement là pour être à peu près pas embuté, à peu près centré. Voilà, on resserre les vis, on les pose, on les bloque pas, on les pose. Simplement on les pose. Voilà. Juste poser, pas serrer. C'est important. Il faut oublier qu'un moteur thermique se dilate. C'est un élastique. Il chauffe, il refroidit, il chauffe, il refroidit. Les puristes, les vrais puristes, ils utilisent ça pour le rodage. C'est-à-dire qu'ils montent le moteur à 50 degrés, ils le laissent refroidir, ils le montent à 70 degrés, ils le laissent refroidir, ils le montent à 80 degrés, ils le laissent refroidir. Et le monte à 100 degrés, et le laisse refroidir pour l'élasticité. Normalement, c'est un peu comme ça que ça se fait. Il n'y a pas que la friction du piston, il y a aussi la dilatation de l'aluminium. Si un moteur est trop dilaté, il va trop
se dilater et après il ne reviendra jamais suffisamment et c'est un moteur un peu foutu. Voilà, et après on pose, c'est pareil, on pose comme il faut, on serre pas, on bloque pas non plus. On le fait, voilà, on le fait en croix. Voilà, on pose serré, on pose pas, voilà. Et après on recommence et là on donne un petit coup jusqu'au blocage, sans forcer comme un cochon, j'insiste lourdement, sans forcer. Voilà, les mecs qui font de la culture physique et qui ont des bras, ils vont péter les vis, quoi. Voilà, ça suffit largement. Faut pas oublier qu'après, ça se dilate. Un moteur froid, c'est un moteur pour moi qui n'est pas opérationnel. Un moteur chaud, un moteur opérationnel. Et là, il va chauffer. De toute façon, ça va se serrer. On remonte la bouchon de carter. On met un petit peu de gras aussi. Hop, on mouille un petit coup. On lubrifie un peu. On peut remonter le bouchon. On vérifie que c'est bien propre. Qu'il n'y ait pas de saleté. Vraiment, c'est la clé qu'il n'y ait pas de saleté. Ça, c'est important. Parce que toute saleté avalée, il y a une saleté qui va remonter donc, par le piston, par les petits trous. Ça va faire de la boucherie. Voilà. On remonte. On pose. Voilà. Et on remet les vis. Pareil, ces vis-là, elles sont assez petites. Hein. C'est du 2, je crois. Et faut pas non plus les serrer comme un bourrin. De toute façon, il y a un joint. Donc, si le joint est en bon état, ça ne fuit pas. Si ça fuit, c'est que le joint est fichu. Donc, normalement, on peut le changer. Si vraiment vous ne pouvez pas le changer, que vous ne trouvez pas de correspondance, parce que c'est des joints assez fins, qu'on ne trouve pas forcément... C'est pas de la robinetterie, je veux dire. C'est ce que je veux dire. Un peu de pâte à joint, ça fait le boulot. Hein. Moi, j'ai un moteur, il tourne un bouchon de carter pâte à joint, j'ai aucun problème. Faut pas que ça fuit, parce que si ça fuit, après, vous allez saloper votre châssis. De toute façon, un moteur thermique ne doit pas être gras. S'il est gras, c'est pas normal. Voilà. C'est que vous avez un problème de fuite ou quoi que ce soit. Donc, on remonte ça. Voilà, je vous le fais hein, comme ça, hein, je fais pas... Hop, la GoPro filme toujours, ouais, parce que la GoPro... Quand je vois le prix du machin, et puis je vois qu'elles arrivent à couper parce qu'elles sont trop chaudes, ça m'épate un peu. Voilà, encore une. Non, je ronchonne pas, hein, je dis juste que... Vu le prix de la caméra, elle n'est pas censée se couper parce qu'elle est trop chaude. Voilà. C'est qu'il y a un problème. Je vais remettre mon joint. Alors on le change hein, quand il est fichu, hein, ça, je vous apprends rien. Hein. Si le joint est pourri, c'est pas la peine de le laisser. De toute façon, il va fuir. Voilà, c'est bien libre. On va remettre un petit coup de jaja au carbu. Normalement, il est relativement propre. De toute façon, si on a préalablement nettoyé avant, on n'a pas de saleté. Hein. C'est pour ça que je préfère le nettoyer bouchonné avant, bien le nettoyer avant, pour enlever toutes les impuretés, saletés. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Ça évite d'avoir de la crasse qui vient vous emmerder après à rentrer dans le moteur ou salir. De toute façon, vous aurez les doigts tout noirs, c'est pas très pratique. Voilà, petite goutte d'huile dedans, hop. Pareil, on fait fonctionner un petit coup. Bon, j'en ai mis à côté. Je déteste en mettre à côté parce que c'est gras. Évidemment, c'est de l'huile. Ah, c'est blague. Voilà. Et on le remonte. Alors là, je vais le remonter simplement comme ça. De toute façon, il faudra que je remette l'angle qui correspond à mon auto. Parce que sur les pistards, là, il n'y a pas beaucoup de place entre le réservoir et le carburateur. Donc, ça passe juste. Il n'y a pas un millimètre de... Voilà. Donc là, vous pouvez considérer que votre moteur est remonté, il est propre. Il est prêt à l'emploi. Rien d'autre à y faire. On vérifie la bougie, évidemment. Hein. Alors, une bougie qui s'allume n'est pas forcément une bougie qui est bonne.
je souligne. Elle s'allume, elle est bonne. Non. Une bougie, elle peut s'allumer et être fichue quand même. Ça, il faut bien prendre ça en compte. Une bougie, c'est pas éternel. C'est un filament avec un revêtement chimique qui se dégrade. C'est pas parce qu'elle s'allume qu'elle va faire correctement le job. Le méthanol à son contact, en fait, ça vous règle l'avance à l'allumage. Une bougie qui est fichue, je vous dis, même si elle s'allume au socket, le moteur, il va enlever le socket, etc. J'ai eu des questions. J'enlève mon socket, le moteur s'arrête. Deux possibilités. Ou le moteur est beaucoup trop riche, et du coup il se noie, hein, simplement. Ou la bougie est là, simplement. Ou elle n'a pas la bonne température, elle est beaucoup trop froide. Une bougie trop froide, elle tiendra pas, elle pourra pas rester allumée. La réaction chimique ne va pas être suffisante. Il vaut mieux utiliser une bougie plus chaude dans ce cas. C'est un peu valable pour les périodes froides, alors, même si ça a quand même moins d'incidence avec la température. Mais bon, c'est pas une étincelle d'un moteur à essence, c'est pas tout à fait pareil non plus. Mais bon, en général, sur un 21 comme ça, un petit peu complet de prépa, on tourne avec une 7 en général, c'est bien, c'est un bon compromis. On peut descendre à 5, hein. Mais une 7, c'est pas mal. À plus froid encore, après, c'est vraiment les moteurs super nitrés qui tournent super vite, qui gueulent à mort avec des lignes droites sans fin. On va plutôt mettre des bougies peut-être un peu plus froides encore. Mais voilà, pour votre utilisation, pour faire du parking, pour faire du loisir, machin, c'est pas la peine de monter des bougies trop froides, ça sert à rien. Ça va pas trop utilité, parce qu'il y a des problèmes de calage, etc. Soit en fin de ligne droite, le moteur coupe, parce que la bougie, elle s'éteint en fin de compte. Surtout sur les 21, moi j'ai souvent le cas. Une 21, déjà une 5, c'est déjà un peu le bout du monde, hein. Donc c'est bien comme ça. Pour les types de bougies, j'en ai déjà parlé précédemment, on va pas revenir là-dessus, hein. Il y a les bougies turbo, les bougies conventionnelles. Ça, vous trouverez ça facilement. Je veux dire, ça fourmille, hein. De toute façon, je vous dis, je vous ai rien appris, hein, à part pour les gens qui avaient besoin d'explications. Donc, ce que je ferai une autre vidéo plus tard, on remettra une voiture en route et qu'on verra un peu les réglages, un peu comment, en fin de compte, régler son carburateur. En sachant qu'on peut régler qu'un carburateur que si le moteur est sain et fonctionne correctement. Si le moteur est usé et vieux, c'est super dur, quoi, de le faire tourner, quoi. Il va tourner à froid, et une fois qu'il va chauffer, il va faire chier, il va s'arrêter, quoi. De toute façon, il n'a pas de pêche, il est mou. Moi, une chose que je fais systématiquement, alors les thermiciens le savent, je chauffe le moteur. C'est hyper important. Je ne le faisais pas par le passé. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas. Je ne savais même pas, d'ailleurs. Plus par méconnaissance. On mettait la voiture sur le banc, puis on démarrait, puis voilà, quoi. Gring, 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 les petits coups de gaz, et puis machin. Mais en fin de compte, c'est une torture pour le moteur. C'est de la maltraitance, même j'irais jusqu'à dire. De la maltraitance. Il pourrait porter plainte. En fait, il faut le chauffer. Il existe des moyens sur batterie, des couvre-culasses chauffants qu'on met dessus, on laisse un petit moment pour amener le moteur à une certaine température. Moi, j'y vais carrément au décapeur thermique, hein, voilà. Je l'amène à 80 degrés à peu près. Et puis après, je le démarre. C'est tout de suite plus simple. Parce que le moteur est déjà chaud. Du coup, on n'a pas de contrainte mécanique. Parce que la chemise, vous avez vu, elle serre encore sur celui-là. Pourtant, il en a vu. Mais parce que mon moteur, il n'a jamais tourné à froid. C'est-à-dire que froid, le moteur est froid, je le mets en route et j'attends qu'il chauffe. En fin de compte, à ce moment-là, les pièces ne sont pas dilatées. Donc les jeux, comme on n'a pas de segment, c'est une chemise conique. Quand le piston monte, il va serrer à un point pour faire la compression avant explosion. À ce moment-là, s'il n'est pas dilaté, s'il n'est pas dans sa cote, ça va forcer à ce moment-là. Donc on va créer une usure supplémentaire. On crée une charge sur la tête de bielle au niveau du menton qui va être plus forte, qui va créer plus d'usure, etc. Ça chauffe assez vite, certes, mais ce moment-là est vraiment assez violent pour le moteur, quoi. Le fait de le chauffer avant va déjà amener les choses en dilatation. Le démarrage se fera déjà beaucoup plus simplement. Je vous montrerai comment je fais. Moi, j'amorce, je préamorce, je le fais tourner un petit coup, et après, je mets le socket. Ça démarre en général au quart de tour. Il n'y a vraiment pas à se compliquer la vie. Pour les tirettes, c'est pareil, hein. On amorce un peu, on fait bouger un peu la tirette, on fait tourner un peu le moteur, on met le socket, ça doit démarrer en un ou deux coups de tirette max, hein.
Les tirettes, c'est plus chiant parce qu'il y a une cage anti-retour, j'aime pas du tout. Et la cage anti-retour, elle finit par se bouffer, donc ça patine, etc. Faut la changer vraiment souvent. C'est pas quelque chose, même pour les débutants, je trouve vraiment, enfin, c'est bien sans être bien, quoi. C'est bien parce qu'on n'a pas besoin de banc de démarrage. On emmène la voiture, elle est opérationnelle plus facilement. C'est vrai que ça simplifie les choses. Mais au final, c'est plus d'emmerde. Parce qu'il arrive un moment, le jeune, ou le moins jeune, peu importe, mais la tirette va commencer à déconner, il va pas pouvoir rouler. En fin de compte, c'est frustrant aussi. Alors qu'un banc de démarrage, ça marche tout le temps. Si la batterie est chargée, ça marche tout le temps. C'est moins compliqué, je trouve. La tirette, c'était fait parce que les gens voulaient plus s'embêter. Et puis voilà, ça va avec notre temps. Hein, les gens veulent plus s'embêter aujourd'hui. Et je trouve que s'embêter, c'est formateur. On apprend des choses. Je veux dire, un moteur qui est un peu capricieux à régler, apprendre à le régler et arriver surtout à le régler, c'est hyper formateur. Ça vous apprend à mort les choses. C'est valable pour un peu tout, hein. Mais il faut des fois s'acharner un peu. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas envie de s'acharner, ça les ennuie. Mais apprendre, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que la compréhension apporte des solutions. Et je trouve que c'est quand même bien, des fois, de se casser un petit peu la tête, de comprendre pourquoi ça va pas, ou pourquoi on n'arrive pas, ou pourquoi, etc., quoi. C'est quand même de l'enrichissement personnel, en fin de compte. Si on a tout mâché, après, moi, je connais des gens, ils savent pas faire rien, ils viennent, ben fais-moi. Mais au bout d'un moment, ça me saoule, parce que fais-moi, non. Je te montre, mais après, tu fais toi, quoi, parce que sinon, tu sauras jamais rien, quoi. T'apprends rien, et si chaque fois que ça va pas, moi j'ai eu des gens qui étaient très 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 aisés, qui avaient des moyens quasiment illimités, ils voulaient pas s'emmerder à savoir rien, c'est tu règles, tu me fais ça aux petits oignons, et puis moi je me sers du truc, quoi. Hein. C'est pas très agréable, je trouve. Parce que ces personnes-là, même peu importe, je parle même pas de pilotage, n'ont aucune connaissance du fonctionnement de leur véhicule, de leur avion, de leur modèle réduit, quoi. Ce qui fait qu'à la moindre problème, ben ça marche plus, quoi. Voilà, puis c'est tout, quoi. Sans savoir pourquoi ni comment. Et ils ont même pas envie d'aller voir pourquoi, quoi. C'est je pose, tu répares, et puis voilà. Donc ça, c'est extrêmement désagréable. Ça, je ne fais plus du tout. Hein. Ça, c'est aider. J'aime bien aider les gens, mais il faut qu'ils y mettent un peu du sien aussi. Un peu du leur aussi. Donc voilà, pour le démontage et remontage du moteur thermique, j'espère que ça t'aura, la personne qui m'a posé la question, que ça t'aura un peu plus éclairé. Si tu as d'autres questions, tu peux les poser, n'hésite pas, c'est là pour ça, ça sert à ça, la chaîne a été faite pour ça. Il n'y a aucun but d'aucune sorte, c'est uniquement partager des connaissances, des trucs. Si vous avez des choses que vous savez mieux faire que moi, ben allez-y, dites-le, c'est important, ça m'enrichira aussi. Je ne sais pas tout, on apprend jusqu'à la fin de sa vie, je crois. Et c'est important. On a des moyens aujourd'hui qui sont des moyens comme ça, un multimédia qui nous permettent d'échanger. Il y a des gens qui viennent partout de toute la France. On ne se connaît pas, mais on partage la même passion et on n'a pas besoin. Voilà, c'est ça le plus important. C'est vraiment une passion extraordinaire, je le répète. Vraiment, c'est quelque chose qui est atypique. Chaque passion est bien. Les gens font du tennis, les gens font du ski, les gens font du vélo, etc. C'est des passions, c'est pareil. Mais le modélisme, je trouve que c'est quelque chose qui est un cran au-dessus encore, parce qu'on a cette technique, on a cette miniaturisation des choses qui viennent quand même de la grandeur, où on a réduit pour avoir un modèle de voiture ou d'avion, enfin peu importe, de bateau, de ce que vous voulez, d'hélicoptère, là, on est encore un cran au-dessus, de reproduction qui est quand même génial, quoi. Et puis quand vous entendez couiner un moteur thermique en bout de ligne droite, t'as l'impression d'avoir un V12, quoi. C'est fabuleux, quoi. Je veux dire, l'électrique n'apportera jamais ça. Pour moi, hein, voilà, c'est que mon avis, l'électrique n'apportera jamais ce côté miaulement du moteur, ce côté petite fumée, odeur, ce côté mécanique, on va dire, du moteur thermique. L'électrique peut pas faire ça, que ce soit même moi j'ai une 208 GTI avec un pot inox, etc. Ça couine un peu, je veux dire, tu peux prendre n'importe quelle bagnole électrique, elle m'apportera jamais ça. Quand tu mets le pied dedans, enfin, je veux dire, t'as les poils des bras qui cirent, enfin, c'est fabuleux, c'est génial, quoi. Donc voilà la différence. Après, je comprends il en faille pour tout le monde, c'est important, mais vraiment, là, je trouve que c'est quelque chose de vraiment sympa, qui est vraiment, vraiment, il faut garder ça tant qu'on peut.
Maintenant, les gens veulent plus de bruit, ils supportent plus rien non plus. Voilà, bon, c'est le monde d'aujourd'hui. Et tant qu'on pourra, moi je vous dis, je continuerai de les faire fonctionner, mes petits moteurs, parce que j'y tiens particulièrement. Voilà, c'est un petit moteur Orion, ça. Je sais même pas si j'ai déjà fait tourner ce moteur. J'ai aucune idée. J'ai retrouvé ça dans une boîte. Je suis même pas sûr de savoir que je l'avais. Alors, c'est pour vous dire, hein. Il faut vraiment que je range un peu. J'ai déjà rangé, mais je crois que c'est un moteur qu'on m'a donné, ça. Je crois qu'il tourne, il me semble que je l'avais fait. Il me semble que je l'ai essayé l'année dernière. Bon, à voir. Mais sympa aussi. Donc voilà, j'espère que ces petites explications vous auront éclairé. La prochaine fois, j'essaierai d'aller à la piste. Alors peut-être cette semaine, hein, ça va peut-être pas mettre si longtemps parce qu'ils annoncent relativement du beau temps. Donc je vais peut-être aller bricoler un peu au circuit du SAM, nettoyer un petit peu, essayer de foutre de l'antimousse, etc. Sur le macadam parce que c'est vraiment sortie hivernale doucement là. Et j'emmènerai, je pense, la 960 parce qu'elle n'a pas trop roulé. Et puis le moteur, bah, c'est celui qu'on a vu dans la vidéo précédente, le Nova 21. Donc je profiterai de faire une vidéo pour vous expliquer un peu, on le réglera un peu ensemble, etc. Là il est encore gras, donc c'est très bien, ça sera très bien comme ça, on fera quelques tours, je pourrais me faire sur plusieurs vidéos, hein, parce que je pense qu'une seule suffira pas. Mais voilà, j'espère que ça vous est utile, surtout, que je parle pas dans le vide, et que ça vous apporte quelque chose d'un éclaircissement à tous. Et ben sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, et puis passez une bonne journée, et profitez bien. Ciao!